Je démarre l'enregistrement en même temps. J'ai une question de Nicolas. Alors après, il faut décrire Ker de FA. Donc calculons Ker de FA. Sans passer par impression, tout ça. D'accord. Oui, tout à fait, Nicolas. Sauf que dans la question d'après, on demande le noyau et l'image. Donc en fait, en répondant le noyau et l'image, on va répondre aux questions. On va dire sur quoi, bah, sur l'image, et parallèlement à quoi, on va donc dire parallèlement au noyau. Donc comme c'est le but des questions suivantes, en fait, enfin sinon on répond aux questions 2 et 3 en même temps, quoi. Voilà. Alors donc on va dire que x, y. Alors je reprends en tech encore, donc un couple XY qui appartient à R2, donc un vecteur quelconque de R2 est dans le noyau, donc un vecteur du noyau c'est un vecteur qui s'écrit sous la forme XY avec XY dans des réels, donc il appartient à Ker de FA, donc si et seulement si, alors il faut que j'écrive le si et seulement si en latex, donc left, donc si et seulement si, F A de XY égale 0, 0. Je pense que c'est bon. J'attends que le boot travaille. Voilà. Et donc on va résoudre. Donc on va regarder donc ce que c'est que FA de XY égale 0, 0. Donc FA de XY égale 0, 0. Si et seulement si. Donc là, on va avoir un système. Donc, alors, il faut que j'écrive le système. Alors, c'est long à écrire en latex, hein, excusez-moi. J'espère qu'il va comprendre en plus. Donc, la première ligne du système, c'est donc 9x moins 24y égale 0. Et la deuxième ligne, c'était 3x moins 8y égale 0. Voilà. Pour la question d'avant, on ne devrait pas plus dire que FA est un... Si, tout à fait, Charles. C'est un projecteur, tout à fait. Oui, oui. Ouais, c'est un projecteur, et on va préciser ce projecteur. Oui, je me suis fait avoir par le texte. J'avais dit que je modifierais, mais j'ai oublié. Les deux lignes sont liées. Tu parles des questions 2 et 3, Charles, j'imagine? Oui. Ah oui, alors j'ai pas mis... attendez, excusez-moi, il faut que je reprenne mon texte là, je modifie un petit peu. Oui, Raphaël. Est-ce que quand les profs ils envoient en ODT, oui. Ils modifient direct? Ils peuvent modifier directement, oui. Non, nous. Nous, ouais, tu peux modifier, puis tu renvoies modifier, ouais. Tu changes le nom par contre. D'accord. Voilà, oui. Alors attendez, le boot il a pas l'air de travailler là. Ah ouais, c'est normal, parce qu'il n'y a pas d'espace. On va y arriver. Voilà. Hop, ça y est. Voilà. Et donc là, on a le... Ah oui, les deux lignes sont liées. Oui, tout à fait. Ah oui, excuse-moi, les deux lignes du système. Voilà, donc oui, les deux lignes du système sont liées. Donc en fait, du coup, on se retrouve avec une seule ligne. Donc je reprends du coup, donc équivaut à, finalement, on va prendre la plus simple, hein, tant qu'à faire. Donc 3x moins 8y égale 0. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Ok, donc en fait 3x égale 8y, donc en fait ça veut dire que le noyau, donc Ker de FA, j'écris en même temps, hein, c'est pour ça que je parle lentement, c'est donc égal à l'ensemble des couples de la forme,
Alors si 3x égale 8y, donc par exemple on va choisir de fixer x, donc il faudra mettre par exemple 8, oh non, je vais l'appeler alpha, comme ça ce sera plus simple. Donc si j'appelle 8 alpha le premier, donc ça veut dire que 3 fois la première coordonnée, donc 3 fois x et 3 fois la première coordonnée, est égal à 8 fois la deuxième. Donc si par exemple je vous écris que l'ensemble... alors l'ensemble, j'écris en même temps, j'ai du mal à expliquer en même temps. Voilà. Donc le noyau de... Ah, j'ai encore oublié de décrire EgalTech au départ. Voilà. Donc le noyau de FA, c'est donc l'ensemble des couples de la forme 8 alpha, 3 alpha, alpha dans R. Alors, pourquoi j'ai pris 8 alpha, 3 alpha? On aurait très bien pu prendre à la place de 3 alpha, alpha, et donc dire, bon, y, on l'appelle alpha, et dans ces cas-là, le x, il vaut 3 huitièmes de alpha. Mais bon, peu importe, hein, c'est la même chose. Et en fait, si vous voulez, on peut aussi écrire d'une autre façon, donc que c'est le noyau de FA, donc c'est vect, donc de R, non, vect de, donc, alors, par exemple, 8,3 tout simplement. Voilà. C'est une autre façon de décrire le noyau. Ou alors R fois 8,3, c'est pareil. Hein. Je vais l'écrire encore. Égal R fois 8,3. Voilà, c'est différentes façons de décrire le noyau. Donc c'est une droite vectorielle. Ça va? Et une question ou pas sur le noyau? Alors, il y a une... Oui, ok, très bien, super. Du coup, pour l'image, alors, soit on est un petit peu naïf, mais comme maintenant vous l'êtes plus vraiment, vous savez qu'on a le théorème du rang. Et donc, on va regarder la dimension de l'image. Et donc, le rang de FA, j'écris en même temps, est égal à la dimension de l'espace de départ moins la dimension du noyau. Et donc, la dimension de l'espace, c'est 2, moins la dimension du noyau, c'est 1. Donc, le rang est égal à 1. Donc, en fait, la dimension de l'image est égale à 1. Mais on a vu aussi que donc pour décrire l'image, donc l'image de FA, en fait, était engendrée par l'image d'une base. On sait que l'image d'une famille libre par une application linéaire est une famille génératrice de l'espace d'arrivée. C'est un des résultats du cours. Donc, en fait, on va chercher donc l'image d'une famille génératrice. Donc en fait ça va être FA de 1, 0,01 par exemple. Donc on pourrait dire aussi ça, c'est-à-dire que l'image de FA c'est vect de l'image de FA de 1, 0, 0, 1. Mais alors ça c'est pas forcément la meilleure idée qu'on peut avoir. Parce que si on regarde, enfin, c'est pas mal, hein, c'est pas faux, mais vous allez voir que l'image de 1, 0, alors l'image de 1, 0, eh bien c'est en fait 9, donc je retire mon FA, et l'image de 1, 0, c'est donc 9, 0, et l'image de 0, 1, alors, c'est moins 24, ou, excusez-moi, 1, 0, c'est 9 et 3, pardon. L'image de 1, 0, c'est 9, 3. Et l'image de 0, 1, c'est moins 24, moins 8.
Voilà. Donc là, j'ai calculé FA de 1, 0 et FA de 0, 1. Mais en fait, ces deux vecteurs-là, ils sont collinaires. Bah oui, d'après la remarque précédente sur le rang de FA, le rang, c'est la dimension de l'image. Donc la dimension de l'image, c'est 1. Donc en fait, il suffisait de connaître l'image d'un seul vecteur qui n'est pas dans le noyau, parce que s'il est dans le noyau, le vecteur, son image, c'est le vecteur nul. Donc si on prend un vecteur qui n'est pas dans le noyau, bah, son image sera un vecteur non nul, et comme la dimension de l'image c'est 1, bah, l'image de ce vecteur-là, ça nous suffit pour avoir un vecteur qui engendre l'image tout entier. Donc en fait, je reprends mon calcul précédent. Finalement, le calcul de f de 0, 0, 1 ne sert à rien, l'image du deuxième vecteur. Le premier, il suffit. Et donc on se retrouve avec im de f égale le vecteur de 9, 3 par exemple. Alors c'est pas mal, mais on peut simplifier par 3 tant qu'à faire. Donc ce sera 3, 1, voilà. Donc voilà, là on a quelque chose de plus sympathique. Et donc l'image, bah, c'est l'espace sur lequel on projette. Hein, donc c'est tous les vecteurs collinaires au vecteur 3, 1. Ok. Est-ce que ça va pour l'image, là, pour cet exercice de base, entre guillemets? Alice, Nicolas, Kylian, j'attends. Oui, 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 ok, parfait, c'est clair. Bon, bah très bien, ça marche. Alors, donc décrire l'espace, pour la question 4, décrire l'espace sur lequel FA projette et parallèlement auquel FA projette. Bon, bah ça y est, on a déjà fait tout le boulot, hein, en fait. Hein. Donc on projette sur l'image, donc sur vecteur de 3, 1, et puis parallèlement au noyau, donc parallèlement à vecteur de 8, 3. Voilà. Donc c'est bon pour l'exercice. Hein. J'attends Nicolas qui est en train d'écrire. Sinon, dites-moi si vous voulez qu'on continue les exercices de base ou pas, parce que c'est vraiment exactement le même type d'idée. Oui, c'est clair, ok. Ou est-ce qu'on passe au TD? Est-ce qu'on passe à la fin du TD? Voilà. Non, je pense que c'est bon. On peut passer au TD, je pense. Fin du TD, très bien. Allez, fin du TD. Donc, TD, partie 3. C'est parti. Alors, je reprends le TD partie 3. Exercice espace vectoriel correction. Alors, est-ce que c'est le bon ou pas? Non, c'est pas celui-là. Partie 2, c'est pas celui-là. Partie 3. Ok. Donc à partir de l'exercice 14. J'attends le message de Nicolas. J'attends la fin de la question de Nicolas, sinon on y va. Alors, c'est une question un peu plus courte, rien à voir avec cet exo. Peut-on utiliser pour que G rond F une application linéaire avec G bijective implique rang de G rond F égale rang de F et F bijective implique rang de G rond 1, je ne sais pas comment le démontrer. Ok, oui, alors ça c'est un exercice classique, c'est-à-dire qu'on a deux applications linéaires G et F. Donc f de grand E vers grand F, petit f de grand F vers grand G. G est petit g donc est bijective. Il faut démontrer que le rang de G rond F est égal au rang de F. C'est-à-dire qu'en fait la dimension de l'image de G rond F est égale à la dimension de l'image de F. Donc dans cet exercice-là, on se place dans trois espaces vectoriels de dimension finie, grand E, grand F et grand G. Alors donc le rang de G rond F, alors le rang de G rond F c'est pas évident parce que c'est l'image, la dimension de l'image de G rond F. Et le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Alors,
ici, petit f va de grand E vers grand F, donc l'image de f est dans grand E. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait? Puisque G est bijective, en fait, ça veut dire que l'idée là, puisqu'on ne sait rien sur f, c'est de considérer, alors attendez, considérer l'application G mais restreinte à im de f. Et en fait, il faut démontrer dans cet exercice-là que le G rond f est égal à G restreint à im de f rond f. Je vais peut-être l'écrire. Donc G rond f est égal à G restreint à im de f rond f. Voilà, je pense que c'est bien passé comme ça. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, voilà. Et bien l'application G, comme elle est injective, G restreint à im de f est injective. Et à partir de là, donc il faut démontrer que le rang de G, en fait le rang de G, il faut démontrer que G, donc puisqu'elle est injective et qu'on part d'un espace de dimension finie vers un autre espace, le rang de G est égal à la dimension de im de f. Et donc dans ce cas-là, c'est la dimension de l'image, et comme G est bijective, l'injectivité de G prouve la bijectivité de G. Donc le noyau est nul, donc le rang de G est égal à la dimension de im de f. Voilà, j'ai enregistré, je pense que tu regarderas encore. Ok, on passe à l'exercice 14, c'était un exercice plus difficile ici sur les applications linéaires. Alors, l'exercice 14, donc j'ai la correction sous les yeux, il y a 2 pages de correction. Donc on avait 2 hyperplans H1 et H2 distincts, et il fallait démontrer que H1 plus H2 c'est grand E, et que H1 inter à H2 a pour dimension n-2. Alors la première question, donc, c'est H1 plus H2 égale grand E. Alors il faut bien imaginer que votre hyperplan, par exemple, vous êtes dans l'espace, donc grand E c'est l'espace physique là, de dimension 3, et un de vos hyperplans, H1, c'est un plan, parce qu'un hyperplan c'est de dimension n-1. Donc si vous êtes dans l'espace qui est de dimension n, qui est égal à 3, un hyperplan c'est de dimension 2. Et donc un hyperplan, en fait, il ne lui manque plus qu'une seule dimension, je dirais, pour remplir tout l'espace. Alors là, comme les hyperplans H1 et H2 sont distincts, eh bien ça veut dire que, par exemple, il existe un vecteur... ah ouais, non, j'ai traité ça différemment, pardon. Donc comme les hyperplans sont distincts, eh bien la dimension de H1 plus H2 est plus grande strictement que la dimension de H1. Donc j'ai travaillé directement avec les dimensions. Alors pourquoi ça? S'ils sont distincts, ces 2 hyperplans, ça veut dire que H2 n'est pas inclus dans H1. Donc si H2 n'est pas inclus dans H1, ça veut dire que H1 plus H2 n'est pas égal à H1. Donc s'ils sont distincts, ça veut dire que une autre façon, c'est de se dire, il existe un vecteur, comme je disais, dans H2 qui n'est pas dans H1. Et donc si à une base de H1, vous rajoutez le vecteur de H2 qui n'est pas dans H1, on se retrouve avec une famille qui engendre un espace vectoriel de dimension strictement plus grand que H1. Donc la dimension de H2 plus H1 est strictement plus grande que la dimension de H1. Alors la dimension de H1, après c'est terminé, c'est n-1. Mais comme H2 plus H1 est un sous-espace vectoriel de E, sa dimension O+, c'est la dimension de E, c'est n. Et donc la dimension de H1 plus H2 est égale à n. La dimension suffit donc à démontrer l'égalité. Alors on travaille avec les dimensions. J'avoue que là où je suis allé un petit peu vite, c'est pour la dimension de H1 plus H2 égale H1.
Oui, c'est ce qu'on fait, Anne, par double inclusion. Mais en fait, l'inclusion H1 plus H2, je vais l'écrire en LaTeX encore, est un sous-ensemble de E. Ça, c'est clair. Donc en fait, on peut l'écrire dans ce sens-là, bien entendu. Mais la difficulté, c'est dans l'autre sens. Voilà, à chaque fois, il y a toujours un sens qui pose une difficulté. Donc sinon, donc comme je disais, pour les vecteurs, donc vous pouvez considérer, donc je vais l'écrire en tech aussi. Donc V1, virgule, V jusqu'à N moins 1, donc une base de H1. Vous pouvez considérer un vecteur Vn qui appartient à H2 privé de... alors comment est-ce qu'on écrit je crois que c'est backslash. Privé de H... Enfin, ou H2 moins H1, ce sera plus clair comme ça. Donc vous considérez un autre vecteur. Et dans ces cas-là, alors, eh bien, la famille V1... La famille V1 jusqu'à Vn est libre. Voilà. Et du coup, eh bien, la famille V1, Vn, elle est libre dans grand E. Et donc, puisqu'elle contient n vecteurs, eh bien, cette famille-là, donc, est... donc, j'écris encore en direct une base de grand E. Voilà. Mais cette famille-là, V1, Vn, elle engendre un sous-espace vectoriel. Donc si on regarde vect de V1, Vn, puisque tous les vecteurs V1 jusqu'à Vn-1 sont des vecteurs de H1, eh bien dans ces cas-là, vect de V1, Vn est un sous-ensemble, un sous-espace vectoriel de H1 plus H2. Et donc on a un espace vectoriel de dimension n qui est un sous-ensemble de H1 plus H2. Donc ça nous fait bien l'inclusion dans l'autre sens. E est un sous-espace vectoriel de H1 plus H2. Donc c'est-à-dire qu'on a bien démontré l'autre inclusion. Pour voilà, être très rigoureux. Des questions ou pas? Ok, c'est bon. Donc je pense que c'était la partie la plus difficile ici. J'attends Alice qui écrit un petit peu, mais sinon je pense qu'on continue sur cet exercice pour terminer. Et donc, alors maintenant... Merci, ok Alice. Donc comme les hyperplans sont... Donc après pour la dimension de l'intersection, là on utilise la formule de Grassmann. Et donc la fameuse formule de Grassmann dit que la dimension de H1 inter H2, je reprends la correction là juste avant l'exercice 15. Donc la dimension de H1 inter H2, c'est la dimension de H1 plus la dimension de H2 moins la dimension de l'intersection. C'est-à-dire n-1 pour le premier, plus n-1 pour H2, moins n pour la dimension de H1 plus H2. Et donc ça nous fait du n-2. Donc on a la dimension d'intersection qui est égale à n-2. Adjugé vendu, on passe au 15.
Ok, très bien. Ok, ça marche. Allez, exercice 15 alors. Donc, exercice 15. Ah oui, donc on avait trois vecteurs V et W qui sont des vecteurs de R3. Et donc, il faut déterminer le rang de la famille UVW. Donc, pour déterminer le rang de la famille UVW, donc petit rappel, hein, le rang, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille. Et donc, l'idée, c'est de passer par un système. C'est pas la seule idée possible, hein, mais moi je résous alpha u plus alpha 1u plus alpha 2v plus alpha 3w égale 0. Donc ça nous donne un système que je résous tranquillement. Dans ce système, donc, moi, donc avec un pivot de Gauss, hein, pour résoudre les choses proprement, maintenant j'arrive au troisième système équivalent. La dernière ligne est la même que... Ah tiens, il manque un alpha. Non, c'est bon. La dernière ligne est la même que la deuxième. Donc en fait, ce système-là se résume en la première et la deuxième ligne en fait. Donc ça veut dire qu'on a deux pivots ici, 1 et 3, qui sont non nuls. Donc on a un système qui est de rang 2. Alors je dis... ouais, j'ai raisonné un petit peu à l'envers. Enfin, j'ai dit... autre façon de voir autre façon de voir les choses, donc le système oui, est de rang 2, c'est bien ça. Par contre, si on regarde l'espace des solutions, eh bien la deuxième ligne maintenant, donc on a oublié la troisième, hein. La deuxième ligne nous permet d'exprimer alpha 2 en fonction de alpha 3. Donc on a un seul choix qui est alpha 3. Une fois qu'on a choisi alpha 3, on va trouver alpha 2 en fonction de alpha 3. Et puis une fois que alpha 3 a été choisi et donc alpha 2 est donné, grâce à la première ligne, on va avoir alpha 1. Donc en fait, alpha 1, alpha 2 et alpha 3 s'expriment tous en fonction d'une seule inconnue, qui est une inconnue principale, hein, et donc qui est alpha 3. Donc en fait, l'ensemble des solutions du système est un espace vectoriel de rang 1. Alors, la question de Samantha, pourquoi le rang du système... le rang du système est de rang 2 parce qu'on a deux pivots. On a deux pivots, donc c'est le rang du système. Mais le rang du système, attention, c'est le rang du système où les inconnus sont les alpha i. C'est pas UVW. Hein. Donc on a deux pivots. La troisième ligne, je dis, Samantha, je n'ai pas simplifié le système. Hein, mais si on fait L3 moins L2, on trouve 0 égale 0. Donc la troisième ligne ne sert à rien. Donc le système est réduit aux lignes 1 et ligne 2, ce qui nous donne deux pivots. Le premier qui est 1 devant alpha 1 et le deuxième qui est 3 devant alpha 2. Donc on a bien un système de rang 2. Par contre l'espace... attendez une seconde. Les enfants, moins fort s'il vous plaît. Et donc le système donc a un espace vectoriel de solution qui est égal à 2. Alors c'est un système homogène, donc dans ces cas-là, l'ensemble des solutions, c'est bien un espace vectoriel. Et donc l'espace vectoriel des solutions est égal à 1. J'ai peut-être dit 2 là juste avant. Voilà. Et donc, donc la famille de rang 2, oui c'est ça, l'espace vectoriel des solutions est de dimension 1, donc la famille est de rang 2. Donc je reprends ce qu'on avait vu dans le cours, la dimension de l'espace des solutions est égale à P, le nombre d'inconnus, moins le rang de FH, donc c'est le rang donc de l'application, le rang de l'application linéaire qui est défini par le système ici. Donc on a 3 inconnus, P est égal à 3. Et donc si on retourne les choses ici, donc on a le rang du système qui est égal à 3 moins la dimension de l'espace des solutions. Donc la dimension de l'espace des solutions c'est 1. Donc le rang du système est égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2 qui est encadré. En fait, le rang du système ici, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par la famille. C'est ça, c'est la définition. Donc, je reprends pour répondre directement à la question de Samantha.
Pourquoi est-ce que le rang du système est égal à 2? Parce qu'il y a exactement 2 pivots. Maintenant, puisque le rang du système est égal à 2, ça veut donc dire que l'espace vectoriel engendré par la famille UVW est un espace vectoriel de dimension 2. En d'autres termes, si vous voulez, on peut seulement exprimer alpha 3 en fonction de alpha 2 et alpha 1. Plutôt exprimer alpha 1 et alpha 2 en fonction de alpha 3. Donc en fait, ça nous donne deux libertés. Ça veut dire qu'on va pouvoir exprimer par exemple W en fonction de U et V. Et donc du coup, ça veut dire que le U et V formant une famille libre, l'espace vectoriel engendré par la famille est un espace vectoriel de dimension 2. Alors j'attends les questions, je vois que Romain est en train d'écrire. Peut-on écrire UVW égale... Alors non, parce que là tu écris une égalité de familles. Les familles ne sont pas égales puisqu'elles n'ont pas le même nombre d'éléments. Par contre, ce qu'on peut écrire, c'est ce que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire que vect de UVW est égal à vect de UV. Voilà. Alors, je vois que Félicien aussi a écrit. Ok, pour Romain. J'attends la question de Félicien. Sinon, n'hésitez pas. Ah oui, vas-y. Non, mais j'ai une question, c'est plus rapide à l'oral. Tout à fait, ouais. Si j'ai bien compris, du coup, on aurait pu se passer de la deuxième ligne de la deuxième phrase plutôt. On aurait pu déduire directement, comme le système est de rang 2, que la famille est de rang 2. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Okay. Oui. Non, ouais, alors effectivement, hein, là dans mes corrigés, je passe beaucoup de temps ces derniers jours là, à les rédiger. Je rajoute un certain nombre de détails aussi pour faire en sorte que vous compreniez mieux, quoi. Voilà, pour faire des liens avec le cours, voilà, des choses pour enrichir les choses, pour que ce soit le plus clair possible, quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'écris des choses qui ne sont pas nécessaires. Ok, très bien, merci. Je t'en prie. Ouais. Si vous avez des écouteurs là, avec, qui permettent de parler aussi, hein, n'hésitez pas à intervenir à l'oral, c'est aussi bien. Est-ce que c'est bon pour cet exercice ou est-ce qu'on passe au 16? Mathilde, c'est bon? C'est bon? Ok, d'accord, très bien. Allez, on passe au 16 dans ces cas-là. Alors, le 16. Même genre, un petit peu. Cette fois-ci, on est dans R4, donc les calculs sont juste un peu plus longs. Donc, on a U1, U2, U3, U4, U5, 4 vecteurs donc de R4. Il faut calculer le rang de la famille. Donc, à nouveau, j'ai fait la même chose. Oui, on peut faire comment? On peut aussi essayer d'exprimer un vecteur en fonction des autres, mais c'est pas facile. Donc vraiment le plus simple est de travailler comme ça, c'est-à-dire de chercher donc à regarder si une combinaison linéaire des 5 vecteurs est nulle, si ça implique que les 5 vecteurs sont nuls ou pas, et dans ces cas-là, ça impliquerait que la famille serait libre. Évidemment, normalement, vous devez vous attendre au résultat qui est la chose suivante. On a 5 vecteurs, on est dans un espace vectoriel de dimension 4. Dans un espace vectoriel de dimension 4, une famille libre a au plus 4 éléments. Donc là, on a 5 vecteurs, on sait de toute façon à l'avance que la famille U1, U2, U3, U4, U5 ne sera pas libre. Donc de toute façon, elle va être liée. La question c'est comment est-ce qu'elle est liée? Est-ce qu'elle est un petit peu ou beaucoup liée? Voilà. Et donc ça, c'est la dimension de l'espace vectoriel des solutions ou le rang du système qui va nous le dire. Alors, j'ai résolu le système S, donc bon, il est un petit peu pénible à résoudre. Donc là, pour passer du premier système au deuxième, j'ai passé la 4e ligne en deuxième. Et ensuite, donc les lignes 2 et 3 du premier système sont passées en dessous en 3 et 4.
et puis j'ai multiplié respectivement la troisième par 2, et j'ai soustrait 5 fois la première, et puis après j'ai multiplié la deuxième par 2, et j'ai soustrait 3 fois la première. Bon, enfin bref, je simplifie. À la fin de la première ligne, là, le troisième système, on a les deux dernières lignes avec les coefficients -8, -8, 48 et 8, 8, -48 qui sont égales. Donc on peut ajouter ces deux dernières lignes-là dans la troisième. Finalement, la dernière ligne, la quatrième, ne sert à rien. Et donc on se retrouve avec L1, L2 et la troisième ligne qui est alpha 3 plus alpha 4 moins 6 alpha 5 égale 0. Donc là, la difficulté, je pense, arriver là, une fois qu'on a passé la difficulté technique de la résolution du système, donc c'est de raisonner et de comprendre ce qui se passe ici. Donc là, sur L1, on a un pivot qui est 2, sur L2, on a un pivot qui est 1, sur L3, on a un pivot qui est 1. Là, je suis sur le tout dernier système, hein, sur la deuxième ligne. Donc les pivots sont respectivement 1, 1 et 1, non pardon, 2, 1 et 1. Enfin bref, on a 3 pivots, donc on a un système qui est de rang 3. Bon, petite remarque encore, donc on a une famille qui est de rang 3, hein, pour conclure, mais petite remarque, on peut choisir alpha 5 comme on veut, on peut choisir alpha 4 comme on veut, mais une fois qu'on a alpha 5 et alpha 4 qui ont été choisis, on n'a plus le choix ni pour alpha 1, ni pour alpha 2, ni pour alpha 3, donc ça veut dire que l'espace des solutions est un espace vectoriel de dimension 2. Et donc pour reprendre encore le lien entre la dimension de l'espace vectoriel des solutions d'un système homogène, le rang de la famille et le nombre d'inconnus, donc comme on avait 5 inconnus, on a un espace vectoriel de dimension 2, donc si on fait 5 moins 2, ça fait 3. Donc en fait, le rang du système, c'est le rang de la famille de vecteurs. Bon bah vous voyez, la notion de rang là, elle devient beaucoup plus simple. Le rang du système, c'est le rang de la famille de vecteurs. Donc on a une même notion qui se rejoint ici. Est-ce que c'est bon ou pas pour le 16 ? Alors j'ai mes enfants qui descendent sur la pointe des pieds les escaliers. Et là, ils sont censés être travaillés à cette heure-ci. Au travail, les enfants, s'il vous plaît. Et là, c'est mignon. Ouais, mais c'est mignon, sauf qu'ils sont en train de faire des bêtises. Je le sens vu leur tête. Bah, les élèves, ils vous trouvent mignons. Moi, un petit peu moins, mais... Les élèves, ils disent, vous êtes mignons. Ouais. Ils sont en quelle classe? CM2 et 4e. Bon courage, ouais. Je vois que Félicien a des petits frères. C'est ça, bientôt la prépa. Ouais, celui en 4e, là, on va lui faire sauter quelques années, là. Mais il a déjà rédigé son premier document en LaTeX il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que c'est bon pour revenir aux maths là? Est-ce que c'est bon pour l'exercice 16? C'est bon, Aurélien? Ouais. Parfait, très bien. Ok, ça marche. Allez, 17 à juger, c'est parti. Alors, le 17, alors c'était le dernier, c'est ça, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il est plus difficile. Donc c'est parti, donc on travaille dans Rn de x, donc c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à n, et puis on considère aussi oméga n, donc l'ensemble des polynômes de R de x, donc R de x n'est pas de dimension finie, donc c'est un espace vectoriel de dimension infinie, et donc les polynômes d'oméga sont les polynômes qui ont une certaine propriété, qui vérifie une certaine propriété. Donc la propriété, c'est les polynômes qui sont divisibles par x-1 puissance n plus 1. Alors il faut montrer que Rn et oméga n sont des sous-espaces vectoriels de R de x. Franchement, pour Rn, premier point, là j'ai mis un gros point noir. C'est du court, hein, c'est un sous-espace vectoriel de R de x, on l'a vu 36 fois, enfin bon, c'est acquis, il est non vide, stable par combinaison linéaire, même sur un devoir, enfin franchement vous dites que voilà, c'est du court, quoi, c'est tout, point final. Alors oméga n par contre c'est pas du court, donc
Ah, j'ai même pas démontré qu'il n'était pas vide, oméga n, j'ai oublié ça. Donc oméga n n'est pas vide parce que eh bien, le polynôme nul est dans oméga n. X-1 puissance n plus 1 divise le polynôme nul, parce que le polynôme nul c'est 0 fois x-1 puissance n plus 1. Donc faudra rajouter ça, voilà. Et puis après, bon, bah, on prend deux polynômes p et q qui sont dans oméga n, lambda et mu des scalaires. Et puis donc, on va regarder si la combinaison linéaire lambda p plus mu q est encore dans oméga n, c'est-à-dire est encore divisible par x-1 puissance n plus 1. Donc, je dis d'après le cours, comme x-1 puissance n plus 1 divise p, alors x-1 puissance n plus 1 divise n'importe quelle constante fois p. On avait travaillé sur la division, la divisibilité des polynômes au début du chapitre sur les polynômes. Donc là, vraiment, on a besoin des connaissances sur les polynômes. De même, donc, x-1 puissance n plus 1 divise q, donc x-1 puissance n plus 1 divise mu q. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, le x-1 puissance n plus 1 qui divise deux polynômes, eh bien, résultat sur la divisibilité des polynômes, il va diviser la somme. Donc, il divise lambda p plus mu q. Donc ça veut dire que lambda p plus mu q est dans oméga n, donc ça signifie que oméga n est stable par combinaison linéaire, on a bien un espace vectoriel. Bon, vérifier qu'un ensemble est un espace vectoriel, ou vérifier qu'une application est une application linéaire, ce sont normalement pas des questions difficiles. Alors après, ça se complique un petit peu, donc on considère le polynôme uk qui est x-1 puissance k. Et il faut démontrer que Rn est égal à vect de uk. Donc, alors vect de uk pour k compris entre 0 et n, donc c'est-à-dire vect de x-1 puissance 0, c'est-à-dire 1, x-1 puissance 1 c'est x-1, x-1 puissance 2 égale x-2, etc. Bon, et bien là, je dis la famille uk, c'est une famille de polynômes 2 degrés échelonnés. Et donc, comme c'est une famille de polynômes 2 degrés échelonnés, dans ces cas-là, c'est une famille libre. C'est un résultat qu'on a vu, je vous ai dit, c'est hyper classique. Je pense que vous pouvez le considérer comme résultat du cours. Hein. Donc, c'est une famille de polynômes. Ils sont tous ces polynômes-là dans Rn de x. Et cette famille a n plus 1 vecteurs. N plus 1, c'est la dimension de Rn de x. Donc, alors là, je vois peut-être Anne ou quelqu'un d'autre qui veut me dire « Oui, mais on a une égalité, il faut démontrer par double inclusion. » Alors, l'inclusion vect de la famille uk est inclus dans Rn de x, c'est évidemment clair. Le contraire, c'est dans l'autre sens. Et donc, je dis, dans l'autre sens, on a une famille libre qui contient n plus 1 vecteurs. Donc, la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille, c'est-à-dire vect de uk, avec k compris entre 0 et n. Donc là, je suis sur le membre de droite de l'encadré. Vect de uk. C'est un espace vectoriel qui est un sous-espace vectoriel de Rn de x qui contient n plus 1 éléments, enfin, la famille contient n plus 1 éléments, donc l'espace vectoriel est de dimension n puisque la famille est libre, et donc l'espace vectoriel engendré est un sous-espace vectoriel de dimension n plus 1, j'ai peut-être dit n à l'instant, n plus 1 de Rn de x, et donc c'est Rn de x tout entier. Donc on a le résultat. Alors, donc toujours l'inclusion vect de la famille uk inclus dans Rn de x, ça c'est clair. Le problème c'est est-ce que Rn de x est bien inclus dans vect de uk. Pour dire que c'est inclus, donc on dit que le vect de uk c'est une famille qui engendre un espace vectoriel de dimension, la même dimension que Rn de x. Alors, autre possibilité, évidemment, on a toujours vect de la famille de uk qui est inclus dans Rn de x, donc ça c'est clair. Et donc, dans l'autre sens, on peut se dire, pour démontrer l'autre inclusion, il faut démontrer que tout polynôme p de Rn de x, je lirai les questions après. Je termine l'explication, là, puis je lirai la question, j'ai pas eu le temps de lire ta question, Romain. Donc, dans l'autre sens, la question, c'est que pour démontrer l'inclusion Rn de x inclus dans vect de la famille des uk, eh bien, on va faire ça un petit peu à la main, c'est-à-dire prendre un polynôme p de Rn de x et démontrer qu'alors ce polynôme p est inclus dans vect de uk. Donc, c'est-à-dire que si on prend un polynôme p de Rn de x, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire
des puissances de x-1. Mais si vous pensez à ça, ça veut dire qu'on écrit un polynôme P de Rn de x comme une combinaison linéaire, donc une somme de puissance de x-1. Et ça apparaît dans le théorème de Taylor. Et donc, ce qui est chouette pour le théorème de Taylor dans la version utilisation pour les polynômes, c'est qu'on peut l'appliquer sans aucune condition. Il est applicable à tous les polynômes. Et donc, puisqu'on a du x-1 ici, ou des puissances de x-1, on va prendre donc petit a égale 1, le petit a du cours. Et donc, le polynôme P s'écrit somme de k égale 0 à n, puisqu'il est de degré n, des dérivés km de P en 1, sur factoriel k fois x-1 à la puissance k. Ça, c'est la formule de Taylor. Et bien là, on a bien une combinaison linéaire des puissances de x-1, puisque, d'accord, Romain, puisque la fraction, la dérivée km de P en 1, c'est un nombre réel. On divise par la factorielle k, qui est aussi un nombre réel. Donc en fait, là, la fraction, c'est un élément de R. Donc c'est bien un scalaire qu'on multiplie par une puissance de x-1. Et donc on est bien dans la famille, dans vecte de UK. Donc voilà, c'est ce que je dis, hein, d'où l'inclusion de la gauche vers la droite. L'inclusion de la droite vers la gauche est évidente. Alors des questions peut-être jusqu'ici ou c'est bon? Non, pas de questions? Nicolas qui écrit, c'est bon. Mathilde aussi, d'accord, très bien, parfait. Ok. Si, je vois que c'est un petit peu long. Non, c'est bon, j'ai compris. Bon, bah très bien, ok. Nicolas, c'est un petit peu plus long pour écrire, donc peut-être qu'il a une question, et sinon je continue. J'attends la question. Alors, quand on a démontré qu'un vecteur égale un vecteur de quelque chose égale un sous-espace vectoriel, on va chercher à montrer que la famille dans le vecte est une base de ce sous-espace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la famille est libre et génératrice. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a fait là. La famille des puissances de x-1 est une famille libre parce qu'on a une famille échelonnée de polynômes. Enfin, oui, c'est ça, une famille de polynômes de degrés échelonnés, donc elle est libre, d'une part. Et puis, puisque la dimension de l'espace vectoriel engendré est donc égale au cardinal de la famille, c'est-à-dire n plus 1, la dimension de l'espace est n plus 1, mais un sous-espace vectoriel de dimension n plus 1 dans Rn de x, il n'y a que Rn de x, donc on a bien là l'égalité en fait. Alors je crois que Samantha était en train d'écrire, hein, mais je vois pas. Ok, c'est bon pour Nicolas. Non, je continue dans ce cas-là, écoutez. Alors, pour la question B, il fallait montrer que oméga n est égal à vecte de la famille DUK. Donc je reprends le corrigé, la question petit b. Alors, à nouveau, c'est une égalité d'espace vectoriel. Donc là, il va falloir démontrer par double inclusion. Alors, est-ce qu'il y a un sens qui est clair ou pas? Pas tant que ça ici, donc il faut travailler un peu plus. Donc ici, je dis, quand on va prendre donc l'inclusion du vecte inclus dans oméga n. Donc si on prend n'importe quel polynôme UK, donc il s'écrit sous la forme x-k puissance x-1 pardon puissance k. Et donc ah oui pardon excusez-moi j'hésitais parce que ici les k sont plus grands que n plus 1, donc les k sont supérieurs ou égaux à n plus 1. Donc comme le k est supérieur ou égal à n plus 1, x-1 puissance n plus 1 va diviser n'importe quel UK, puisqu'on a une puissance de x-1 plus grand dans UK que dans x-1 puissance n plus 1. Donc, ça veut dire que x-1 puissance n plus 1 divise n'importe quel UK, donc je suis sur la fin de la phrase, là, il divise n'importe quelle combinaison linéaire des UK. Et donc, toute combinaison linéaire des UK
est dans oméga n, puisqu'il est divisible par x-1 puissance n plus 1. Donc on a bien vecte de uk pour les cas supérieurs ou égaux à n plus 1, pardon, qui est inclus dans oméga n. Toute combinaison linéaire des uk est dans oméga n parce que tous les uk sont dans oméga n. Alors réciproquement, donc si on prend un polynôme p dans oméga n, alors s'il est dans oméga n, ça veut dire qu'il est divisible par x-1 puissance n plus 1. Donc on traduit ceci, donc ça veut dire qu'il existe un polynôme q dans R de x tel que p égale x-1 puissance n plus 1 fois q. Mais là c'est difficile parce que là il faut être capable d'écrire le polynôme p comme un polynôme de vecte de uk, c'est-à-dire une combinaison linéaire de puissance de x-1. Alors puissance de x-1, on l'a bien sûr quand on écrit p égale x-1 puissance n plus 1 q. Je suis sur la fin de la ligne, mais le problème c'est de q, est-ce que q est bien somme de puissance de x-1? Et donc là, ce qui permet de répondre directement à ça, il fallait y penser, c'était la difficulté, c'était la formule de Taylor. Donc en posant, alors j'ai mis un q minuscule là, mais le q est en majuscule, donc je dis appliquons alors encore la formule de Taylor à grand q en posant, ah oui pardon, si petit q c'est le degré de, ah pourquoi j'ai mis g, je sais pas, j'ai un problème entre la lettre g et la lettre q a priori. Donc q égale le degré de grand Q. Donc on écrit donc dans ces cas-là que le polynôme Q s'écrit somme de k égale 0 à Q avec la formule de Taylor de ses dérivés en 1 sur factoriel k fois les puissances de x-1. Donc on reprend l'écriture de P, et donc en reprenant l'écriture de P, c'est donc Q fois x-1 puissance n plus 1, on rentre le x-1 dans la somme, et donc on a une somme de puissance de x-1. Donc là on a bien P qui est dans vecte de uk, les coefficients sont les fractions, et puis les uk c'est les x-1 puissance k plus n. Et donc comme k commence à 0, et ah ouais tiens attendez, il y a un problème avec le n et le n plus 1 ici, a priori on commencerait à 0, alors attendez. Bon, faudra regarder. Je sais pas, mais on commence à n plus 1, ça c'est sûr. Alors attendez, le polynôme P, il est dans oméga n, donc divisible. Ah oui, non, j'ai compris. C'est ma dernière ligne là. Donc P égale, somme de k égale 0 à Q, les fractions sont bonnes, mais c'est x-1 puissance k plus n plus 1. J'ai oublié le plus 1. Voilà, k plus n plus 1. Qui appartient bien donc à vecte de duk. Voilà. Donc oméga n est égal à vecte duk. Ouf, est-ce que c'est bon? Donc moralité, hein, si vous avez des puissances de x-1, x plus 1, x moins quelque chose, x plus quelque chose, pensez à la formule de Taylor. Voilà, j'ai vu une ou deux personnes qui écrivaient, mais je vois pas les messages. Alors soit, je sais pas, ils arrivent pas, soit finalement c'était pas très important. Non, pas de questions? Non, c'est bon, d'accord, ok, très bien. Alors, dernière question dans ces cas-là. Donc, question petit 3. Donc, il fallait démontrer que Rn de x en somme directe avec oméga n est égal à R de x. Alors, je réinsiste une fois de plus. Donc, ici, il y a vraiment deux choses à démontrer. Premièrement, qu'on a une somme directe. Et deuxièmement, qu'on a une égalité. Ok. Alors, est-ce qu'on peut raisonner avec les dimensions? Donc là, je dis qu'effectivement, on ne peut pas raisonner avec les dimensions. Là, ça fait partie des choses que je rajoute un peu là dans les corrigés, hein, dont on n'a pas forcément besoin de parler. Mais donc l'idée, c'est que comme R de x, cette dimension n'est pas de dimension finie, les dimensions infinies, on ne peut pas travailler sur les dimensions. Donc il va falloir revenir à la définition ou à la caractérisation plutôt des sous-espaces vectoriels supplémentaires,
Parce que ici, hein, ce qu'on veut démontrer, c'est que Rn de x et oméga n sont supplémentaires dans R de x. Alors, donc il faut démontrer que la somme est directe. Donc que la somme Rn de x plus oméga n, c'est un plus entouré, que c'est une somme directe. Pour ça, il faut démontrer que l'intersection entre Rn de x et oméga n, c'est le vecteur nul. Donc si on prend un vecteur qui est à la fois dans oméga n et dans Rn de x, bah, je dis tout simplement que comme oméga n, c'est la vecte des uk. Donc ça veut dire que, par exemple, le degré d'un polynôme il est supérieur ou égal à n plus 1, au moins, enfin voilà, supérieur ou égal à n plus 1, et comme un polynôme, s'il est dans l'intersection, il est dans vecte des uk, mais avec des uk compris entre 0 et n, pour être dans Rn de x, bah, il est de degré inférieur ou égal à n. Donc ça, c'est pas possible. Donc le seul vecteur qui est à la fois dans oméga n et dans Rn, c'est le vecteur nul. Bon, j'avoue que là, mon explication écrite n'est pas forcément la plus claire. Alors, je pense que parler des degrés, donc si on prend un polynôme non nul de oméga n, son degré voilà, va être supérieur ou égal à n plus 1, et comme il est dans Rn, son degré est inférieur ou égal à n, c'est pas possible, donc la seule possibilité c'est le polynôme nul. Ce serait peut-être un peu plus propre comme démonstration. Donc maintenant, on sait que la somme à gauche de l'égalité qu'on doit démontrer, donc c'est une somme qui est bien directe. Alors maintenant, il faut prouver l'égalité. Donc l'égalité, évidemment, la somme de gauche est incluse dans R de x, puisque Rn de x et oméga n sont des sous-espaces vectoriels de R de x, donc l'inclusion espace vectoriel de gauche inclus dans espace vectoriel de droite, ça c'est évident, je crois que j'en parle même pas. Par contre, l'inclusion dans l'autre sens, donc il faut prendre un polynôme P de R de x. Et donc, bah, comment décomposer P comme somme d'un vecteur de Rn de x et somme d'un vecteur de oméga n, enfin, somme d'un polynôme de Rn et somme d'un polynôme de oméga n, bah, l'idée c'est encore d'utiliser Taylor. Donc on va décomposer P, donc on ne connaît pas le degré de P, peu importe, on peut supposer qu'il est de degré très grand, voilà, parce que s'il est de degré plus petit que n, bon, bah, il est dans Rn, puis c'est terminé. Donc on va imaginer P. Alors, ouais, ma dernière ligne là, elle est pas. J'ai fait des petites bêtises, hein, excusez-moi. Donc P, c'est la somme de k égale 0. Alors j'ai dit. Donc c'est jusqu'à n. Donc bon, on écrit la formule de Taylor. Donc là, des quotients fois les puissances de x moins 1. Donc là, cette somme-là. C'est une somme qui va de 0 à n. J'ai pris un polynôme P qui est de degré assez grand, donc enfin on imagine qu'il est de degré assez grand, peu importe, on sait que la formule de Taylor on l'utilise avec n'importe quel indice, donc là j'ai pris M, un indice qui est assez grand, qui est plus grand que n. Et donc comme M est plus grand que n, P on écrit comme la première somme, donc la première somme de 0 à n, donc dans la formule de Taylor, ça c'est la formule de Taylor qui est une somme, on l'a décomposée en deux, donc j'écris la première partie de la somme de 0 à n, plus la deuxième partie, alors sum c'est le symbole sigma, excusez-moi il est pas bien passé, et donc la deuxième partie va de n plus 1 jusqu'à m. En fait on a pris la formule de Taylor, mais on l'a décomposée en deux, au lieu de sommer directement de 0 jusqu'à m, c'est comme du Charles, hein. On somme de 0 jusqu'à n plus la somme de n plus 1 jusqu'à m. Et donc la somme de 0 à n, bah là ça nous fait un élément de Rn de x, et la somme de n plus 1 jusqu'à m, c'est un élément de oméga n. Donc on a bien réussi à écrire n'importe quel polynôme P comme un élément de Rn de x plus un élément de oméga n. Donc on a bien la décomposition R de x est inclus dans la somme Rn plus oméga n. D'où l'égalité. Voilà. Des questions ou pas? Je reprends un petit peu le planning pour avoir une... alors, TD fin d'espace vectoriel, c'est fait.
Non, c'est bon, ok. Bah, si c'est bon, moi je vous propose, j'attends de voir s'il y a des questions, hein. Et dans ces cas-là, si c'est bon, bah, je vous dis, bah, peut-être travailler les exercices de base sur les applications linéaires, puisqu'on a corrigé tout à l'heure le premier et pas le 2 et 3, donc faites ça. Éventuellement, demain, on peut en parler. Et puis dans ces cas-là, demain, on commence. Je pense que là, on a dû faire 1h15. Moi, ça me paraît bien. J'avoue que je parle tout le temps, j'ai mal à la gorge au bout d'un moment. Enfin, en tout cas, ça tire un petit peu. Et dans ces cas, je préfère un petit rythme comme ça, des séances d'1h, 1h15, ça me paraît bien. Et dans ces cas-là, demain, on commence sur les applications linéaires. Donc, je pense qu'on va corriger 3-4 exercices sur les applications linéaires. Voilà, pour Nicolas, c'est bien. Ok, Paul, ça lui va aussi. Parfait, très bien. Ok, super. Ok, très bien. Bon, bah, bonne journée à tous. J'ai enregistré, hein. J'ai enregistré, donc je vais vous mettre la vidéo. J'ai pas mis la vidéo de Zoom. Si certains, donc du Zoom d'hier, si certains la volent, je la mets aussi. Et là, je mets la vidéo tout de suite. Comme ça, ce sera fait. D'ici 20 minutes, 1 heure, ce sera fait. Enfin, 1 heure plutôt. Voilà, bonne journée. Au revoir.